Chers internautes, bonjour. Nous voilà devant vous pour nous entretenir pendant 25 minutes dans le cadre de notre émission de immedia.sn qui s'appelle 25 minutes pour éclairer. Aujourd'hui, nous avons comme invité M. Mamadou Lamine Diagne, qui est expert en droit de l'environnement. Donc, nous allons nous entretenir sur la lancinante question de ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la bande de Filao qui longe pratiquement tout le littoral sénégalais, parce que c'est depuis Dakar jusqu'à Saint-Louis. Monsieur Diagne, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Tchomban. C'est un plaisir d'être là à discuter avec vous sur des questions de l'heure. Merci. Donc, pour aller dans le vif du sujet, Monsieur Diagne, aujourd'hui, il y a beaucoup de problématiques, surtout au niveau du littoral. Mais nous allons démarrer par la bande de Filao, qui, je ne vous apprends rien, qui date de longtemps, comme on dit en Wolof, Monumak. Aujourd'hui, c'est un écosystème qui est menacé sur une bonne partie de la région de Dakar. Et on a vu aujourd'hui Action pour la justice environnementale se mettre au devant pour défendre cet écosystème-là. D'abord, parlez-nous un peu de AGE. Alors, M. Tchongan, AGE, c'est une organisation nationale qui intervient sur les questions de droits humains relatifs à l'environnement. Alors, l'organisation est composée déjà à son sein et au niveau central de juristes, en tout cas particulièrement de juristes et même d'autres compétences, mais les juristes peut-être représentent 90% des membres de l'organisation. Alors, ce qui a suscité la création de cette organisation, c'est que ce sont des jeunes, nous étions dans le monde de la société civile, expérimentés, mais on a toujours senti la non prise en compte de la dimension environnementale, l'outil environnemental en tant qu'un outil puissant pouvant peut-être contribuer à la sauvegarde de l'environnement. C'est ce qui a poussé en tout cas toute mon équipe à vouloir maintenant mettre l'instrument juridique au devant de la scène pour participer à la protection de l'environnement. Alors sur ce, nous avons créé cette organisation il y a 6 ans maintenant. On a été reconnu par l'administration sénégalaise et nous intervenons un peu partout au Sénégal, hein, et plus particulièrement dans toutes les zones minières et dans les zones écologiquement sensibles pour préserver les droits environnementaux des communautés, mais aussi pour protéger davantage les droits des communautés vulnérables. Mais ce qui est plus important dans notre travail, c'est que nous faisons de l'empowerment. Ça veut dire que nous donnons le pouvoir du droit aux communautés pour permettre aux communautés de s'autonomiser afin d'ester en justice en cas de difficulté, en cas de problème ou bien d'atteinte à l'environnement. Monsieur Diagne, vous venez de parler d'un acteur, les communautés. Vous avez parlé aussi des juristes qui ont porté sur les fonds baptismaux l'association. Aujourd'hui, comment interpréter aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une sorte d'appropriation de cet instrument-là aujourd'hui qui est l'AGE par ces communautés? Et puis, comment, comme vous l'avez si bien dit, vous avez une présence sur l'étendue du territoire national. Comment vous vous êtes organisé pour pouvoir peut-être intervenir sur ces différentes parties du territoire national? Alors, ce qui a plus facilité le maillage, c'est que nous avions compris dès le départ qu'il nous fallait être un réseau. Et sur ce, aujourd'hui, AGE est composé d'un réseau de 250 personnes très actifs, je vous dis, sur l'ensemble du territoire national. Alors, ces personnes sont en quelque sorte nos relais et nous envoient des informations, en tout cas très régulières. Et nous faisons tout aussi pour les former, parce que tout le monde n'est pas aussi juriste dans le réseau. Il y a des géographes, il y a des citoyens engagés, etc. Mais nous faisons de telle sorte à les former sur les questions de droit, sur les questions environnementales. Et nous avons une démarche qu'on appelle la cartographie communautaire des impacts, ce qui veut dire quoi? Même un citoyen qui n'a pas fait du tout des études, à travers cette cartographie-là, il peut automatiquement identifier un impact environnemental, identifier l'instrument juridique qui a été mis en place ou bien qui est en vigueur pour protéger ou bien pour régler ce problème environnemental. Et c'est ce lien que nous essayons de créer aujourd'hui entre la communauté et le droit.
Nous essayons de démocratiser davantage le droit. D'ailleurs, il y a certains même qui nous appellent des avocats à pieds nus. Nous essayons de démocratiser, de dégraisser au maximum la science du droit pour le mettre en tout cas à la disposition du citoyen. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, avec la cartographie, partout, si vous partez à Kédougou, si vous partez à Bargny, dans le delta du Saloum, vous allez rencontrer une maman qui travaille dans la transformation du produit halieutique, mais il va te dire que ce travail-là est protégé par tel article de tel code ou bien de telle loi, sans pour autant même l'apprendre. Ça, c'est une démarche andragogique et une démarche très simplifiée qui vise vraiment à donner le droit à la portée de la communauté. Et c'est ce qui fait aujourd'hui l'appropriation de cet instrument qui est AGE. Si j'ai bien compris, M. Diagne, vous travaillez donc beaucoup avec ce qu'on pourrait considérer aujourd'hui comme des lanceurs d'alerte. Et surtout qu'il y a maintenant le président de la République qui a même annoncé la dernière fois qu'une loi pour protéger, par exemple, ces lanceurs d'alerte. Nous, en fait, notre travail, c'est vraiment d'informer, de sensibiliser, mais juste et vrai, comme le font d'ailleurs les journalistes, hein, mais en se basant exclusivement sur la science du droit, le droit national comme le droit international. Et nos actions sont orientées maintenant vers les questions environnementales et plus ou moins sociales. Maintenant, il y a la question des lanceurs d'alerte. Pour moi, c'est important, mais il faut aussi l'encadrer. Maintenant, parlons un peu de la question de la bande de filao. Qu'est-ce qui fait bouger aujourd'hui AGE par rapport à... De quoi ça renvoie, la bande de filao? À partir d'études scientifiques documentées avec des données sûres qui attestaient, je dis à l'époque, que si on ne fixe pas ces dunes-là qui vont de Dakar à Saint-Louis, non seulement la mer va engloutir, l'océan va engloutir Dakar, ça c'est un, mais avant que l'océan n'engloutisse Dakar, les dunes qui ont un caractère mouvant vont engloutir toute la capitale sénégalaise. Alors, sur ce, le colon avait dit que pour cela, nous allons choisir une espèce avec un système racinaire de surface qui a la capacité de fixer, comme le ciment, le fait d'ailleurs. Et c'est à partir de cette année qu'on avait lancé une grande opération d'envergure. Ça, c'est au niveau de la zone tampon de la dune. Donc il faut que les autorités fassent vraiment attention sur cette partie, mais on peut revenir quand même sur la partie Dakar. Vous avez parlé tantôt des Niayes. Aujourd'hui, à travers mes lectures, je me suis rendu compte qu'il y avait un aspect de protection des cuvettes maraîchères parce que c'était vraiment un peu les lieux nourriciers de Dakar et même d'une bonne partie du Sénégal. Oui, non, les statistiques ont montré qu'aujourd'hui, 80% des produits horticoles que consomme Dakar viennent de cette zone-là, viennent de la zone des Niayes, de la bande des Filao, et au-delà même de cette capacité de production des produits horticoles, fruits, légumes, etc. Mais il y a énormément, plus de 20 000 âmes qui travaillent là-bas, qui trouvent là-bas leur moyen de subsistance. Il y a énormément de jeunes qui travaillent là-bas. Il y a des entreprises agricoles, des éleveurs. Ils sont dans quoi? Certains sont dans l'agriculture, d'autres dans le maraîchage, d'autres dans la production de produits horticoles, mais aussi dans l'élevage. Cette bande-là, souvent, en la traversant, on pense qu'il n'y a rien dedans, mais c'est toute une économie derrière cette bande. On pense que c'est une zone insécure avec les zones de refuge de bandits. Oui, bon, d'ailleurs, nous, c'est une anecdote, une autorité nous avait dit une fois, durant nos requêtes, que non, mais pourquoi vous arc-boutez à protéger cette bande qui est un refuge des agresseurs? Je lui ai dit qu'il faut aller visiter et vous allez voir que ce sont des milliers et des milliers d'entreprises qui sont dans cette bande des Filao. Oui, et qu'il faut aussi protéger pour lutter contre le chômage et promouvoir l'emploi des jeunes, l'emploi des Sénégalais. Mais ce qui me semble un peu bizarre, un peu, excusez-moi du terme, parce qu'aujourd'hui, c'est une zone qui est classée, normalement. Comment on peut expliquer ce qu'on pourrait considérer aujourd'hui comme une sorte de génocide, par exemple? Une question pertinente, parce qu'on ne peut pas être dans un état de droit et fouler au pied des côtes. La zone classée est par essence protégée par le code forestier. Nous avons connu récemment un code forestier en 2018. Et la bande des Filao a été, en tout cas manifestement, remise en cause avec la violation manifeste de toutes les dispositions du code de l'environnement, du code forestier. Parce qu'il y a quelque chose qui est connu, qui est de notoriété publique.
on ne dit pas que c'est absolu, il ne faut pas déclasser ou bien toucher une zone classée, mais il y a toute une procédure qui a été mise en place pour encadrer ou bien pour préserver les zones classées parce que ce sont des zones sensibles. Alors, pour le cas de la bande des Filao ou bien de toutes les zones classées, on dit que le code précise clairement que pour exercer des activités dans ces espaces et qui peuvent aboutir au déclassement, il faut recueillir l'avis de la Commission nationale de conservation des sols. Et cet avis de la Commission nationale de conservation des sols doit se baser sur l'avis de la Commission régionale de conservation des sols. Alors, pour toutes les procédures qui ont porté déclassement de la bande des Filao de 2018 jusqu'à maintenant, cette procédure de respect de l'avis de la Commission nationale et régionale de conservation des sols n'a pas été respectée. Donc ça, c'est une violation flagrante du code forestier. Et je peux encore citer l'article L48 de l'ancien code de l'environnement de 2001. On dit que pour mettre en place des projets, programmes, il faut au préalable exercer une évaluation environnementale. Mais aucune évaluation n'a été réalisée avant de mettre en œuvre les plans d'urbanisme de détail qui ont déclassé plus de 1000 hectares de la bande des Filao. Vous pensez que ça c'est normal dans un pays qui se respecte. Et autant, il y a la loi de 64 qui organise aussi le domaine national, n'est-ce pas, qui divise le domaine national en 4 zones. La zone classée, la zone de terroir, la zone urbaine et les zones franches. Nous avons aujourd'hui une zone franche, là où se trouvent les entreprises, qui est malmenée. Nous avons une zone urbaine qui est vraiment très désordonnée, tu vois Dakar, n'est-ce pas. Nous avons une zone des terroirs qui est abandonnée parce qu'il n'y a plus de sol à cultiver. Et aujourd'hui, agressée par l'urbain. Et aujourd'hui, le peu qu'on a avec les forêts classées, les zones classées, nous voulons aussi les urbaniser. Mais où est-ce que nous voulons aller dans ce pays? C'est un vrai problème. Dans votre travail de recherche et d'enquête, vous avez tantôt parlé du cas de l'exploitation des mines de zircon, un peu vers Diogo, vers Fasboy. Et pour Dakar, et dans la bande qui longe Dakar, là, qu'est-ce que vous avez pu identifier en termes d'agresseurs, entre guillemets compris? Bon, déjà, il y avait une agression, mais faite par des particuliers. Hein. Alors, à l'époque, nous avions vraiment travaillé avec la gendarmerie, qui exerce encore une fois un excellent travail, mais malheureusement qui n'a pas de moyens. Et je lance un appel à l'autorité de doter à cette section de la gendarmerie, n'est-ce pas? Non, il y a une section même environnement hein, de la gendarmerie, mais ils sont même pas plus de 10. N'est-ce pas? Ils n'ont pas de moyens logistiques, ni financiers, ni rien. Donc, ça, c'était pour traquer les petits bandits qui prenaient le sable, qui coupaient les arbres, etc. Mais actuellement, on est en face de grands agresseurs. Et quand on est en face de grands agresseurs, il faut déployer de gros moyens. Et nous, auparavant, nous avions effectivement vu ces quelques agresseurs qui faisaient leur truc, leur forfait. Nous avions alerté. Mais à un moment donné, c'était en 2018, on a vu un président qui, en une seule journée, le 11 septembre 2018, prend 3 décrets pour déclasser la bande des Filao. Premier décret, 4 hectares, tu donnes au magistrat. Deuxième décret, 23 hectares, tu donnes à la communauté de la haine. Troisième décret, 45 hectares, tu dis pour des infrastructures publiques. En 2001, tu prends encore un autre décret, tu déclasses 150 hectares. Et en 2003, il prend encore un autre décret pour déclasser 826 hectares. Ça, c'est une entreprise de mise à mort. Et la bande constitue une ressource sûre pour Dakar. Non seulement ça sécurise Dakar, mais il y a comme je l'ai dit tantôt, il y a énormément de personnes qui travaillent là-bas. Et dans cet espace, mais il y a beaucoup d'activités touristiques, de loisirs que les gens exercent là-bas, qu'il faut peut-être protéger pour l'intérêt général. Aujourd'hui, qu'en est-il maintenant après toutes ces superficies qui sont déclassées par des décrets présidentiels? Aujourd'hui, quel est l'état de la cartographie de cette bande-là, surtout au niveau de Dakar? Décimée, hein? Une bande aussi qui ne ressemble plus à rien du tout. Tu verras peut-être des déserts, des espaces des îlots de désert. D'une part, tu verras peut-être du ciment, du béton, des constructions. N'est-ce pas, des gens qui viennent pour terrasser comme ça les Filao, les mettre dans des charrettes et l'emporter. Moi, j'ai rencontré un affairiste qui a des hectares et qui me dit qu'il est parvenu à rassembler des gens qui ont eu des 150 mètres carrés et pour les acheter à 12 500 000. N'est-ce pas, plus de 15 terrains qui rassemblent et il dit que ses ambitions, c'est de mettre là-bas un verger, etc. Mais ça, c'est très grave.
Ça, c'est très grave. C'est pourquoi beaucoup de gens pensent que nous faisons ce plaidoyer, ces actions en justice, nous saisissons les tribunaux pour des intérêts perso. Moi, j'habite pas à Guédiawaye, je ne connais pas la bande des Filao, à part que ce qui nous lie, c'est l'environnement. N'est-ce pas? Je n'ai pas de terrain là, je n'ai pas 1 mètre carré là-bas. Énormément de gens appellent, les LAN appellent, les coopératives appellent, tout le monde appelle pour me dire que M. Diagne, il faut aller retirer votre plainte parce que. Moi, je n'ai pas de plainte à retirer au fait. On n'a pas de plainte. Ça, c'est une action publique. C'est une action collective qui a été déposée au niveau de la Cour suprême et il appartient maintenant aux juges de trancher, de juger et de donner maintenant, de restituer les terrains acquis de droit ou bien même d'interdire, comme ce qu'on a fait actuellement avec les mesures conservatoires et de lancer le programme de restauration de la bande des Filao comme je le réclame toujours. Vous venez de parler, M. Diagne, d'action en justice, de codes qui ont été violés, de décrets présidentiels pour déclasser. Aujourd'hui, la Cour suprême a été saisie. La Cour a ouvert une instruction. Aujourd'hui, en tant qu'acteur dans cette bataille-là, quelles sont les chances quand même pour ce dossier-là, pour que ce dossier-là puisse aboutir? Donc, déjà, nous sommes un peu contents et plus ou moins satisfaits de la démarche actuelle du juge. Parce que c'est la énième fois que nous le saisissons sur les questions environnementales, mais le juge n'avait jamais l'habitude d'instruire ces genres de dossiers. Justement, il vidait le dossier, donnait sa décision et puis c'est fini. Mais dès l'instant que le juge veut aujourd'hui instruire une requête portant sur des questions environnementales, moi je me dis que est-ce qu'on n'est pas tenté d'aller vers la criminalisation même des infractions environnementales. C'est important parce que l'instruction, on a l'habitude de le voir sur les aspects pénals, sur les problèmes pénaux, etc. Mais c'est une première pour moi dans le secteur, dans le domaine de l'environnement. Et c'est une avancée considérable à souligner et à féliciter. Maintenant, il faut rappeler que c'est notre énième recours et que aujourd'hui, nous avons donné au juge tous les éléments nécessaires pour lui permettre d'apprécier souverainement, non seulement les éléments juridiques, mais les éléments scientifiques, pouvant lui permettre de rendre une décision éclairée, une décision éco-responsable. N'est-ce pas? Comme il a décidé d'instruire, on a entendu que l'autorité a pris énormément de mesures conservatoires pour interdire l'ensemble des activités de construction dans la bande, sur le littoral, etc. C'est à apprécier. Maintenant, il faut dans quelque temps nous sortir un rapport d'audit du littoral et de la bande des Filao. À partir de ce rapport, on peut identifier qui fait quoi, qui est légal, qui n'est pas légal. Et sur ce, on remet les choses à l'ordre. Ceux qui sont légales, mais il n'y a pas de problème. Nous, on n'est rien contre les personnes qui respectent la loi, qui ont des terrains, etc. Ceux qui ne sont pas légales, mais on les pousse de là-bas et on demande au pouvoir exécutif d'entrer en jeu en mettant en place un plan de restauration de la bande des Filao ou bien un plan de restauration du littoral en général et au Sénégal. Monsieur Diagne, on a vu dans le cadre de ces actions, à travers le monde, d'abord pris en charge par de grandes ONG, de grandes associations. Souvent, ils ont besoin de bataillons de juristes, bataillons d'avocats pour pouvoir vraiment plaider la cause. Est-ce qu'aujourd'hui, quelles sont les chances d'agir? Est-ce que vous avez aujourd'hui les moyens de votre politique? On essaie de faire aller. Heureusement qu'il y a des partenaires, hein. On a quelques partenaires avec des moyens maigres, mais pour moi, la plus puissante des armes, c'est la connaissance. N'est-ce pas? Et nous avons, au sein même de AGE, on a énormément de juristes qui puissent travailler sur des dossiers. Ça, c'est un. Et Dieu a fait qu'aujourd'hui, dans ce combat aussi, il y a énormément d'avocats qui ont rejoint ce combat et volontairement. D'ailleurs, après cette émission, j'ai rendez-vous avec un avocat qui s'est porté volontaire pour en tout cas s'imprégner de ces questions que nous défendons pour les prendre gratuitement. Ça c'est important. Il y a aussi des organisations, hein, il y a énormément de bonne volonté, des Sénégalais qui sont là, qui croient à la cause, qui croient à l'environnement, qui croient à l'intérêt général, qui peuvent te voir rester en justice, ils te cherchent même un avocat sans pour autant que tu sois en courant. Tu te lèves un matin et l'avocat se présente pour dire que telle personne m'a payé pour que je vous apporte mon aide. Tu vois, donc c'est comme ça que nous travaillons et nous le réussissons parce que ce n'est pas notre première action. Nous, chaque jour, soit si on n'est pas sur le terrain, on est au tribunal, n'est-ce pas? On connaît un peu le métier, on exerce notre métier et puis ça va, ça bouge.
Sommes-nous en train de vivre une certaine prise de conscience environnementale au Sénégal? Ouais. Moi, c'est là où même j'appelle le juge. Aujourd'hui, si vous partez, je vous donne un exemple. En France, récemment, on a arrêté la construction d'une autoroute transsablésienne. C'est le juge, comme c'est la même situation que nous vivons au Sénégal. Hein. Le juge a été saisi sur le déclassement d'une forêt dans laquelle devait passer une autoroute. Et le juge a annulé tout bonnement le décret en disant que cette autoroute-là n'est pas prioritaire, n'est pas plus prioritaire que la forêt. Et on a tout bonnement annulé le projet. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous aspirons à des évolutions jurisprudentielles, n'est-ce pas, à des revirements jurisprudentiels, et nous appelons les juges à avoir encore plus d'audace et plus d'ouverture sur les questions de la nouvelle génération. Monsieur Diagne, moi j'ai un problème avec ce pays qui s'appelle le Sénégal. Voilà, nous voilà dans un pays qui a tous les codes. Code de l'environnement, code minier, code toutes les conventions du monde. Mais on se trouve aujourd'hui en face d'un État qui déclasse par décret présidentiel à tout va. Et en toute violation de l'accord de Paris. Et le Sénégal, dans toutes les conférences au monde, met en relief l'accord de Paris en tant que l'un des premiers pays qui a signé cet accord de Paris, qui vise à encourager les États à préserver les écosystèmes qui séquestrent le carbone. Et en même temps, on signe l'accord de Paris, on le chante partout, et on coupe ou bien on élimine un réservoir de carbone qui est la bande des Filao. On sait tous que la bande des Filao, les arbres constituent des réservoirs de carbone. Donc comment on peut signer un tel accord et aujourd'hui éliminer la bande des Filao? Ça c'est un. Il y a aussi la convention sur la désertification. Il y a énormément d'instruments juridiques au niveau national comme au niveau international, mais qu'on viole sans que personne n'en parle, sans que personne ne saisisse la justice. Mais c'est du n'importe quoi dans ce pays. Mais donc, en plus maintenant de la saisine de la Cour suprême sénégalaise, est-ce qu'il n'y a-t-il pas nécessité pour vous d'ester maintenant au niveau des... Surtout que nous sommes dans un contexte où il y a beaucoup de questions de finances vertes, financement vert, ainsi de suite, crédit carbone. Le gouvernement du Sénégal aujourd'hui cherche à capter ces financements. On a aujourd'hui des points focaux ici, le CSE, la Banque agricole. Donc, pensez-vous rester en justice pour vraiment attaquer le Sénégal au niveau de ces juridictions internationales? Non, en fait, notre premier contentieux portera sur la dimension climatique. Ça sera un contentieux stratégique climatique et portera sur la CDN, la contribution nationale, la contribution déterminée au niveau national, que le Sénégal aussi a élaboré pour donner ses engagements en matière de limitation des émissions de carbone. Ça, c'est un. Mais deuxièmement, même pour cette affaire qui est en train d'être poursuivie au tribunal, à savoir le déclassement de la bande des Filao, si aujourd'hui on ne parvient pas à avoir gain de cause au niveau du Sénégal, nous allons saisir la juridiction de la CEDEAO. Nous allons saisir le juge régional de la CEDEAO parce que c'est une violation aussi des droits humains, en quelque sorte, pour l'inviter au débat, pour l'inviter aussi à trancher. Et nous pouvons même aller au niveau, en tout cas plus global, au niveau international, pour davantage, en tout cas, appeler la communauté internationale à s'alarmer ou bien, en tout cas, à rendre des décisions sur cette question, bien vrai que, bon, en tout cas, le régime d'antan violait ou bien foulait au pied les décisions des juridictions internationales. Mais nous allons le faire. Nous allons le faire pour cette question. Maintenant, vous avez parlé de financement climat, etc. Ce qu'il faut d'abord soulever, c'est qu'il faut que le Sénégal fasse des efforts sur son budget affecté au secteur de l'environnement. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, le budget du Sénégal, c'est 703 000 milliards, etc. Mais le secteur de l'environnement n'a même pas plus 1%. On a 43 milliards sur 7003 milliards. Le secteur de l'environnement, le ministère de l'Environnement n'a que 48 ou bien 49 milliards. Ça représente moins de 0, donc toute cette chanson qu'on est en train de crier partout dans le monde pour dire que nous sommes un État qui fait ceci pour l'environnement, qui fait cela pour l'environnement, l'indicateur le plus puissant pour mesurer l'action d'un État sur l'environnement, c'est son budget. Et aujourd'hui, on a un budget qui représente moins de 0, et quelques pourcents sur le budget national concernant le secteur de l'environnement. Et ça, c'est alarmant, c'est dramatique. Donc, avant de vouloir capter ces financements-là, il faut au moins revoir à la hausse le budget qui est affecté au secteur de l'environnement. Monsieur Diagne, l'AGE, en plus de sa présence au niveau de la bande côtière,
prend-elle en charge d'autres questions, par exemple, liées à la lancinante question de l'exploitation minière dans le Sénégal oriental, qui cause beaucoup de dommages au niveau de l'environnement aujourd'hui? Quelles sont les actions que vous êtes en train de mener? Êtes-vous dans ça? Oui, on est carrément dans ça. D'ailleurs, vous avez entendu il y a quelque temps des populations qui se sont révoltées à Matam. Oui, ce sont des populations qu'on a assez formées depuis peut-être 4, Andendori, Orkedjere, Amadou Ounare. Depuis presque 4 voire 5 ans, on fait des activités d'animation avec ces populations pour leur montrer exactement combien leurs droits sont violés. Et aujourd'hui, si les populations disent niet à cette exploitation ou bien au respect de leurs droits, c'est parce que AG était là-bas avec eux. Ça, c'est au niveau de la zone de Matam. À Kédougou, moi, j'ai fait pratiquement tous les sites d'orpaillage. Parce que ce qui nous intéresse encore une fois dans Kédougou, ce n'est pas peut-être les milieux industriels, PMC, Géo, etc., mais c'est plus les orpailleurs qui aujourd'hui parviennent à produire presque 4 tonnes de minerais au moment où les entreprises produisent 10, voire 15, 16 tonnes si on les regroupe. Donc ça, c'est un métier à préserver. Mais il faut le faire dans les règles de l'art. Il faut les professionnaliser, les encadrer et préserver davantage leurs droits face à l'assaut des industriels. N'est-ce pas? On ne doit pas vivre dans une société capitaliste comme ça, pour vraiment, en tout cas, presser les faibles. Donc, dans le delta du Saloum aussi, avec le pétrole, l'événement du pétrole. C'est là où j'allais en venir. Oui, il y a énormément de problèmes avec les communautés de pêcheurs. Effectivement. D'ailleurs, avant même d'aller là-bas, à Kédougou, nous avions un contentieux avec une entreprise qui exploitait le marbre dans le Bandafassi. Alors l'entreprise effectivement exploitait un site classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Lorsque effectivement l'État a pris des décisions pour la chasser là-bas, l'entreprise n'a pas réhabilité, a laissé tout là-bas et est partie. C'est une entreprise, peut-être que je ne vais pas faire leur publicité parce que c'est une mauvaise entreprise, mais qui exploite les carreaux, les carreaux qu'on vend dans les boutiques, etc. Et c'est là-bas où ils prenaient le marbre. Nous étions en contentieux avec eux il y a à peu près 3 ans, 4 ans. Tu vois, dans le delta du Saloum, avec le pétrole, il faut qu'on soit prudent. L'entreprise Woodside nous dit qu'effectivement, il y aura zéro risque, c'est impossible. Le risque zéro n'existe pas dans l'industrie minière, dans l'industrie extractive. Et aujourd'hui, nous avons le delta. Si vous voyez, si vous observez ce qui se passe au delta du Niger, moi je dis non à l'exploitation du pétrole, ou bien attention, pétrole. Parce que si en tout cas, des risques de marée noire se produisent ici, ou bien des accidents, ou bien même des déversements plus ou moins importants, mais ça risque de détruire carrément notre delta qui constitue peut-être l'une des deuxièmes plus belles au monde, etc. Et il y a Saint-Louis aussi avec le gaz, avec les pêcheurs. Là-bas, là où je voulais peut-être mettre le focus, c'est avec les récifs coralliens. Vous êtes géographe, vous connaissez mieux ce que je dis. Les récifs sont des concentrés d'aliments pour les ressources halieutiques, les poissons, etc. Aujourd'hui, l'entreprise qui doit exploiter le gaz a détruit l'ensemble des récifs naturels. Ils ont mis en place des récifs artificiels et quelques années encore, ils viennent pour dire que ces récifs ont disparu en pleine mer. Donc vous voyez ce qui se passe au Sénégal, ce sont ces problèmes-là qui doivent occuper le débat public aujourd'hui. Les populations doivent s'insurger pour que les autorités nous disent mais qu'en est-il exactement? N'est-ce pas? Il y a les évaluations environnementales. Nous sommes dans vraiment tous ces trucs-là. Nous avons travaillé avec la commission néerlandaise d'évaluation environnementale sur l'étude d'impact environnemental de l'entreprise BP qui doit exploiter le gaz, n'est-ce pas, à Saint-Louis. Et notre travail a révélé au grand jour que BP avait pris des données de 1800, 1700 pour le mettre à jour et le présenter à l'État du Sénégal comme une évaluation environnementale et sociale dans la zone. Et cela a été remis en cause, beaucoup de données sont devenues caduques et nous travaillons en étroite collaboration avec la communauté des pêcheurs, avec l'ensemble des acteurs qui tournent autour, en tout cas des activités de la pêche à Saint-Louis. Donc, chers auditeurs, chers internautes, nous remercions de votre attention. Nous venons d'atteindre les 25 minutes qui nous ont été réservées. Nous remercions M. Mamadou Lamine Diagne, qui est expert, d'abord juriste, après environnementaliste, ensuite, donc qui se bat actuellement à travers l'AGE, vraiment à la préservation de notre environnement.
au respect des droits et règlements relatifs à l'environnement dans ce pays. Merci M. Diagne d'avoir répondu à notre invitation. Mais c'est moi qui vous remercie. Courage parce que bon, ça va pas être facile ce combat-là. Mais c'est moi qui vous remercie parce que tant que vous nous portez le soutien avec vos plateaux, mais là ça nous donne plus de tonus, ça nous donne plus d'engagement et vraiment merci aussi pour cette invitation. Merci et à la prochaine fois. Merci.